jeudi 13 mai 2021. Sur le vif, un balado du Crimis, épisode 24. Échange en contexte de crise sociale et sanitaire avec Annie Brouillette, conseillère en éthique à la direction adjointe qualité, risque et éthique du CIUS du Centre-Sud de l'île de Montréal. Annie détient une expertise en éthique et conséquemment de la justice procédurale. Il s'agit là d'une des valeurs à la base du protocole de priorisation en soins intensifs. Depuis mars 2020, Annie a suivi de près l'élaboration de ce protocole et contribue à le faire connaître au sein du CCS-MTL. Si le protocole était un jour mis en place, Annie serait appelée à soutenir les équipes de soins dans l'utilisation de cette démarche de priorisation. Bonjour Annie. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous expliquer sommairement en quoi consiste le protocole de priorisation? Oui, en fait, c'est un document qui va détailler comment on attribuerait nos lits de soins intensifs advenant le cas où nos besoins excéderaient nos capacités. Donc, en temps de pandémie, on le sait, là, les hospitalisations ont monté énormément, incluant là, les hospitalisations dans les soins intensifs. Puis, advenant le cas où on aurait plus d'usagers que de lits, on se devait d'établir comment on pourrait, de façon juste et équitable, attribuer ces lits-là. Donc, le protocole, en fait, il a plusieurs objectifs. C'est d'assurer une utilisation juste et équitable, justement, des ressources qu'on aurait. Mais aussi beaucoup dans l'optique de maximiser les bénéfices, donc s'assurer de sauver le plus de vies et de favoriser une utilisation optimale de ces ressources-là. Ça visait aussi à réduire beaucoup la détresse morale des soignants parce que quand on regarde dans la littérature, toutes les fois où des soignants ont dû décider de prendre ce type de décision-là, il y avait beaucoup de détresse morale associée. Et ce que la littérature nous dit, c'est que si on peut éviter que les soignants auprès des malades prennent les décisions, que ce soit donc des gens détachés du soin des malades, c'est toujours favorable pour protéger nos gens. Et l'objectif cardinal, c'était aussi de s'assurer là, que les décisions ne seraient pas prises de façon discriminatoire, que ce soit consciemment ou inconsciemment, et donc que nos ressources soient allouées sur la base de données probantes et de meilleures pratiques. Donc, en fait, ce qu'on veut assurer, c'est une justice procédurale dans tout ça. Est-ce que tu pourrais nous dire quand et comment il a été élaboré? Ben en fait, c'est intéressant parce que dès la première vague, le ministère a mandaté tout de suite là, une équipe pour élaborer rapidement le protocole. C'était clair pour les dirigeants qu'on devait là, s'assurer que ce soit fait de la meilleure façon possible. Donc, la première version a été élaborée rapidement. Au Québec, ça a été très large. Le comité qui a élaboré le protocole incluait des médecins, des travailleurs sociaux, des infirmières, des éthiciens. Il y avait plusieurs usagers partenaires qui ont été également mis à contribution. Et entre les deux vagues, le protocole a été revisé et commenté par plusieurs associations là, de personnes handicapées ou d'associations là, de personnes avec des difficultés. Alors évidemment, c'est pas un scénario qu'on souhaite voir arriver, mais imaginons qu'un jour les soins intensifs soient saturés. Est-ce que tu pourrais nous décrire ce qui se passera plus concrètement sur le terrain pour en arriver à prioriser les personnes qui y rentreront? Il faut vraiment comprendre que tout va être fait avant d'en arriver là. Donc, entre autres, il y a des modifications du déplacement de personnel, il y a le nombre de lits de soins intensifs a été augmenté au Québec. Le ministère a demandé à tous les établissements d'ouvrir de nouveaux lits. On va faire des transferts d'usagers d'un hôpital à l'autre ou d'une organisation à l'autre. Et lorsque tout ça arriverait, c'est le ministère qui déclencherait le protocole. Il faut aussi se dire que tous les patients vont être traités. Tous n'auront pas accès à un lit de soins intensifs, mais il y aura des soins adaptés à leurs conditions qui vont être offerts de toute façon. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que tout usager qui aurait besoin d'aller aux soins intensifs, le médecin traitant doit compléter un formulaire qui est imposé par le protocole. Seulement les conditions qui sont pertinentes à la survie d'un usager vont être évaluées. Donc, on est vraiment dans les meilleures pratiques. Les données probantes font que, oui, on peut prédire que cet usager-là a plus de chances de survie qu'un autre. Ça nous fait comprendre que l'analyse, elle est vraiment à la base clinique de qui a les meilleures probabilités. Et le formulaire, il est envoyé à un trio. Quand je disais que les gens qui vont prendre la décision ne sont pas au chevet du patient, c'est qu'il y a un trio qui est formé, plusieurs trios, parce que le trio travaillera 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, donc c'est en relais, plusieurs trios.
Chaque trio est composé d'un médecin urgentologue ou des soins intensifs, un médecin autre, pour amener d'autres expertises, d'autres façons de voir, et une tierce personne qui n'est pas du domaine médical. Ça peut être un travailleur social, ça peut être une éthicienne. Et cette troisième personne-là est comme garante du processus. Elle est comme le chien de garde que le protocole est respecté. Et c'est le trio qui délibère et qui, sur la base des données qui sont envoyées, établit la priorité, qui aura accès en premier lieu ou pas à un lit de soins intensifs, et c'est retourné à l'équipe de soins. Donc, on s'assure que le nom du patient n'est pas disponible de façon à être, encore là, le moins influencé possible. On ne veut pas savoir d'où le patient est, quelle autre condition il a, sa race, est-il prisonnier. On ne veut pas savoir ces choses-là. Ça ne doit pas rentrer dans la décision. Et quels sont les critères ensuite? Donc, bonne question. En fait, c'est advenant le cas où 2 ou 3 usagers seraient égaux en termes cliniques. On n'est pas capable de prédire lequel aurait plus de chances de survie. Il y a 3 règles de décision qui pourraient être appliquées, qui sont plus du caractère éthique à ce moment-là. Le premier étant le cycle de la vie. Puis ça, les gens pensent souvent qu'on parle de l'âge. Ce que ça veut dire, en fait, le cycle de la vie, c'est qu'on est face à une équité intergénérationnelle. Ce qu'on se dit, c'est qu'une personne qui a eu la chance de vivre plus d'étapes de vie accepterait de céder sa place à une autre qui n'a pas eu cette chance. Et pour ce faire, là, il faut qu'il y ait au moins 25 ans de différence entre 2 usagers. Et ce qu'on se dirait, c'est que la personne qui, admettons, a 55 ans, il céderait sa place à une personne de 20 ans, du fait que la personne de 55 ans, elle a eu la chance de probablement avoir une carrière, peut-être fonder une famille, développer des passions, chose que la personne de 20 ans n'aurait pas eu l'opportunité. La deuxième règle serait de regarder, est-ce que cet usager-là est un soignant qui a été confronté à la COVID, là, ou qui a été sur la ligne de tir, comme on peut dire. Et donc, sous la valeur de la réciprocité, on dirait, tu as mis ta vie en danger pour nous, nous te redonnons cette petite chance-là, donc nous te priorisons pour un lit. Et dans le fond, la dernière règle, c'est la randomisation, donc le tirage au sort. Et ça, les gens, des fois, les yeux s'écarquillent en disant, mais voyons donc, on va pas tirer au sort. Mais lorsqu'on regarde d'un point de vue éthique, le tirage au sort est quand même la façon la plus égalitaire de départir 2 personnes quand on a éliminé tous les autres éléments qui nous permettaient de différencier des gens. Alors, on imagine à quel point un tel protocole peut susciter des dilemmes ou des inquiétudes. Puis, je voulais savoir quelles discussions ou controverses son élaboration a-t-elle pu susciter, notamment parmi les personnels qui seraient chargés de le mettre en œuvre s'il devait être appliqué? Je dirais qu'en général, il est très bien accepté. Je pense que ça a frappé l'imaginaire de voir l'Italie, là, les médecins qui devaient décider sans aucun guide qui allait vivre ou mourir. Il y a eu aussi à travers les différents pays des endroits où on a mis des âges fixes. Passé 75 ans, tu n'auras plus de lit. Et ça aussi, ça choquait les gens parce que l'âge, on n'a pas tous la même âge à 71 ans, comme on dit. C'est sûr que dans son application, en fait, ça vient susciter des réactions par rapport à nos valeurs. Il y en a des gens qui vont dire, je comprends pas pourquoi on laisserait quelqu'un de 73 ans, admettons, avoir un lit, alors que quelqu'un de 55 ans ne l'aurait pas. Il y a beaucoup plus de chances que celui de 55 ans survive. Pas toujours. Et c'est ça le but du protocole. C'est de dire, on a des critères, on a des évaluations précises qui permettent de dire que cette personne de 73 ans-là a autant de chances que celle de 55. Donc, il faut leur rappeler ça. Puis quand on leur ramène les éléments objectifs et non discriminatoires, ils sont habituellement contents. Ce qu'ils ont de la difficulté des fois à voir, c'est d'oublier le patient devant eux. Parce qu'un protocole, ce que ça amène, c'est de regarder les patients, tous les patients. Et le soignant, son rôle, c'est de regarder chacun des patients devant lui. Alors, c'est certain que ça ramène un sentiment d'abandon de l'usager qui est devant eux, de ne pas pouvoir défendre cet usager-là. Et quelqu'un qui dirait justement, je veux pas sauver telle personne droguée par rapport à une telle autre, comment est-ce que tu répondrais, par exemple? Admettons qu'on se dirait, il y a une jeune droguée qui arrive en overdose à l'urgence. Et selon le trio, elle a priorité sur une autre personne qui, je sais pas, là, pourrait être
notaire, 3 enfants, et qui, elle, n'aurait pas le lit de soins intensifs parce que le tirage au sort ne l'a pas favorisé au final, bien souvent, les gens vont dire, mais je peux pas croire. Mais moi, je vais leur dire, mais premièrement, on ne sait pas cette personne, cette jeune droguée-là, d'où elle vient, comment elle est partie dans la vie, quelles étaient ses chances même avant de partir, et de un. Et de deux, on ne sait pas ce que demain elle va faire. Est-ce que ce sera le début d'une nouvelle vie, d'une vraie vie? Est-ce que ce sera un réveil pour elle? On ne le sait pas. Et ta notaire qui a des enfants, bien, on ne sait pas si elle ne bat pas ses enfants à tous les jours, si je peux dire aussi crûment que ça, mais qu'est-ce qu'on en sait de ces gens-là? Et on ne sait pas ce qu'ils vont faire du résultat de la suite de ça, et ce n'est pas à nous de juger ça. Et c'est pour ça que le protocole, il est là, effectivement. Pour dire, puis je le dis des fois de façon nuancée, ben la jeune droguée, si elle est rendue au point où elle a attaqué plusieurs de ses organes, ben probablement que par l'évaluation médicale, elle ne se qualifiera pas parce qu'elle n'aura pas une chance de survie. Mais si elle n'est pas rendue là, ben les critères sont bons. Alors, on ne peut pas se permettre de faire ça. En effet, tu rappelles ici que le premier critère reste un critère clinique et étant donné nos connaissances sur les inégalités sociales de santé, on pourrait penser que les critères cliniques privilégieront toujours les personnes en meilleure santé, donc finalement les personnes les plus aisées. D'abord, est-ce que cette observation critique, elle a constitué une préoccupation pendant l'élaboration du protocole? Et puis ensuite, comment est-ce que vous y répondriez? Oui, ça a définitivement fait l'objet de plusieurs débats, je dirais, parce qu'effectivement, on le sait, là, les inégalités sociales vont mener à des différences de santé, des différences à plusieurs niveaux, et malgré que l'évaluation soit sur la base clinique, bien, ça va sortir dans une évaluation clinique parce que ces gens-là vont souvent avoir des critères défavorables qu'on appelle dans l'évaluation. Malheureusement, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'on est rendu en situation de crise et ce n'est plus le temps à ce moment-là d'essayer de corriger des inégalités sociales. De dire, bien, on a 10 lits de soins intensifs et on va favoriser parce que, au nom des inégalités sociales, 2 des personnes n'ont pas grand chance de s'en sortir, mais on veut réparer ça. On ne le réparerait pas parce que ces 2 personnes-là mourraient probablement de toute façon. Ce qu'on espère, c'est que après cette pandémie-là, les gens vont avoir été sensibilisés à tout ça et les gens vont vouloir peut-être s'attaquer davantage aux inégalités sociales. Puis, ce qu'il faut malheureusement se rappeler, c'est que c'est fait au quotidien dans notre réseau. Hein. On a des listes d'attente partout. Ce n'est pas à intensité aussi grande. Là, je dis pas qu'à tous les jours, on décide de vie ou de mort, mais c'est déjà au quotidien notre utilisation de ressources. Les gens sur le terrain, ils se doivent continuellement de choisir entre 2 usagers qui vont avoir accès. C'est encore là, c'est l'usager qui est le mieux organisé ou qui a un réseau de pouvoir qui va lui permettre de pousser. C'est tellement présent partout que c'est juste plus visible à ce moment-là.